Et dans ma tête, il est ligne numéro 4 et moi je suis 5, je vais pas gagner. Ok. Et les 24 heures après, entre la demi et la finale, ont été horribles parce que j'ai dit j'ai relâché, machin, ça va aller, on a gagné déjà 2 médailles. Mais dans ma tête, il se passe pas ça du tout. Dans ma tête, je me dis je vais me faire fumer. Je transpire sur mon bonnet avant la finale, j'arrive pas à faire la sieste avant. La médiatisation de ce sport qu'est la natation, elle a longtemps reposé sur tes épaules. Il y a eu d'autres qui t'ont précédé et aujourd'hui il y a Léon qui va te succéder. Comment tu l'as vécu du coup le fait d'avoir tout ça sur les épaules et d'aujourd'hui pouvoir un peu t'en débarrasser ou en tout cas de pouvoir le refiler un peu à Léon? Ça me fait chier de le refiler à Léon parce que je sais qu'il y a des côtés négatifs et que lui ça va être encore pire que moi, je pense. On arrive au championnat d'Europe, Quentin n'est pas là. Mais on a fait une prépa approximative. Différente. Ouais, différente, Spéciale. très spéciale. On a beaucoup fait la fête, tout le monde était ok. Sauf qu'il y a des gens qui sont périphériques à la perf, la NS, les gens qui te subventionnent, etc. Mais je reçois un appel de quelqu'un très haut placé à la NS qui me dit tu fais de la merde là. On va parler rapidement de Danse avec les stars, du coup t'as kiffé? Ouais, c'était cool. J'ai sorti des choses émotionnellement que j'aurais pas pu sortir parce qu'en fait, Tout va bien. je trouve que t'as vraiment une voix de podcast. J'essaye Non mais d'apprendre. franchement c'est chaud, genre c'est vraiment agréable à Ah non, t'écouter. et tu t'articules essaye. bien, tu Ah fais ouais, ça ouais, bien, c'est hein. génial. Ouais, après pendant l'épisode je vais bégayer, vous allez voir, ça va pas être simple. Bon, l'intro je la ferai après. Plusieurs Euh, prises. En fait, c'est pour lui qui dit ça. on est bon, Elodie? Ok, on est bon. Si Elodie me dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Bon, ben c'est parti, hein. Flo, Quentin, comment vous allez? Ça va super, ça fait bizarre de revenir à des championnats de France sans y participer. Quentin, je sais pas, ça fait longtemps qu'il a pas participé à des championnats de France, mais ça fait bizarre d'être ici sans être acteur. Après participer, t'étais entraîneur. Ouais, j'étais coach jusqu'à l'année dernière quand même. J'ai fait mes premiers championnats en tant que coach ici. Il s'est passé quoi pendant ta première finale, Quentin, ici? Bah, j'avais la forme de ma vie. J'ai plongé et mes lunettes sont allées dans ma bouche. Et j'ai En fait- finale des championnats de En France. finale, première finale chemin de France et voilà, j'ai fait 2-3 coups de bras et je me suis arrêté. On a beaucoup d'anecdotes sur cette On piscine. hein. juge pas, hein. On C'est juge passé pas plein le- de choses, on a fait beaucoup de championnats de France quand même. Des petits bains, des grands bains, il y a eu beaucoup de choses. Ouais. Des qualifications, énormément de choses. On va y revenir peut-être un peu après. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, Flo? Si tu peux nous dire ce que tu prépares. Je prépare pas mal de choses. Déjà, j'ai un doc en préparation. J'ai des potes réalisateurs qui m'ont suivi, qui nous ont suivis d'ailleurs à partir de octobre-novembre 2023 et qui ont continué à tourner. Donc il y a un doc qui devrait sortir dans les mois à venir, mais Ça marche. c'est long, je pense, courant 2026-2027, je sais pas. Ok. Autrement, on monte un petit peu aussi des stages avec Quentin, un peu pour les adultes dans un premier temps, un peu un stage test. Tu me corriges si jamais je me trompe, mais On est juste. voilà. Je tourne aussi une série dans la région dans pas longtemps, donc je suis un peu multicasquette en ce moment et j'ai l'habitude de dire que j'enfonce les portes que j'ai entrouvertes grâce à la natation et je regarde ce qu'il y a derrière et je vais voir si ça me plaît. Parfait. On te sait un peu actif, plus Ouais, j'aime qu'actif, bien, ouais. hyper actif peut-être. Ouais, ça m'arrive. Quentin. Moi, j'ai fini un cursus là, en prépa mentale. Ok. J'ai fait un diplôme universitaire à l'université de Dijon. C'était vraiment le pilier de la perf, moi, qui m'attirait le plus, que ce soit quand j'étais coach ou même quand j'étais nageur. Et voilà, c'est un peu le projet que j'ai professionnel. Et après, il y a bien sûr la vie qui est pour moi importante au-delà du pro. C'est marié le mec. Il s'est marié. Il s'est marié. Mais il le Je dit me suis pas. marié. Je me Il suis le dit marié pas, il y mais il a- s'est marié. Moi je voulais pas le dire, je l'ai vu, mais je voulais pas le dire. Il s'est marié, Je c'est suis un homme marié. Depuis un mois et demi. Voilà. Voilà, t'as la bague quoi. Donc Elle est là. mesdames, c'est fini. Voilà. Voilà. Ouais. Pourtant, il est beau. hein. Donc cet épisode où on va revenir sur ta carrière un peu pour se servir de ton expérience pour savoir par quoi t'es passé et qu'est-ce qui t'a permis en fait de durer si longtemps. Qu'est-ce qui fait que en fait on peut maintenir une carrière de haut niveau en France parce qu'on le sait, en tout cas tu l'as dit, le sport en France c'est peut-être pas encore totalement ça. C'est pas totalement ça, non. Avec les jeux, on avait l'impression qu'il allait se passer plein de choses et qu'il allait y avoir un après. Là, j'ai pas envie de faire de conclusion trop tôt parce que ça fait même pas un an que les jeux sont terminés. Mais il y a quand même des choses, déjà, le budget du sport qui a diminué, des choses comme ça. Donc c'est sûr qu'en tant que sportif, quand on a la tête dedans, ça fait mal. Mais comme j'ai toujours dit, on est plus un pays culturel, donc artistique, podcast, choses comme ça, tu vois. Donc tu auras peut-être plus de subventions que nous en tant que sportif. Mais je pense que pour durer, moi je me suis beaucoup écouté. Ça a été parfois ça a créé pas des problèmes, mais des désaccords avec mes coachs ou même avec le public en général, parce que si je me rappelle de Rio 2016 où je fais deuxième et on fait deuxième au 4x100 et que je dis bah je vais aller faire du handball, tu vois, moi dans ma tête c'est bah ouais je suis un mec
C'est un sportif qui veut aller essayer autre chose. Sauf que dans la tête des gens, tu leur donnes des émotions et quand tu leur retires ça, c'est pas très fun, pas très cool pour eux. Donc moi j'ai vraiment suivi mon instinct, je me suis dit que je nagerais plus jamais, j'ai fait du hand, puis je me suis pété le doigt au hand, j'ai fait les interclubs, j'ai bien nagé, je me suis dit allez, je vais aller jusqu'à Tokyo. Je suis allé jusqu'à Tokyo en ayant un cursus un peu différent, je suis repassé avec James à Antalya en Turquie, avec un groupe international, Chad Leclos, Sarah Sjöström, Perenil Bloom, etc. Et après je suis revenu après le Covid parce que j'avais envie de changer de coach, j'ai fait 6 mois à Marseille, remédaille à Tokyo. Et ensuite, j'avais envie de complètement changer de fusil d'épaule, de créer un staff autour de moi avec des gens que j'apprécie et qui m'apprécient. Donc, il y a eu Quentin, il y a eu Yoris Grandjean, il y a eu James qu'on a ramené un petit peu plus tard dans l'aventure. Je pense aussi à Thomas Samut. Voilà, en fait, j'ai fait un peu comme un joueur de tennis. Ouais. Je me suis mis au centre de mon projet et j'ai créé un peu, j'ai tissé ma toile autour. Mais je voulais aussi que cette toile, les gens puissent communiquer entre eux, que je ne sois pas juste le centre des informations et que je doive redonner les infos. Voilà, je me suis mis au centre, mais il fallait aussi qu'il y ait des connexions entre les différentes personnes autour. Donc je pense que c'est ça, je me suis beaucoup écouté. On a fait différent, beaucoup avec James, beaucoup avec Quentin, beaucoup d'intelligence collective, on a l'habitude de dire ça avec Quentin, parce que tout seul, tu n'y arrives pas, quoi. Donc voilà, il y avait des mecs comme Matteo Roba qui pouvaient m'apporter des choses alors qu'il nageait moins vite que moi. Des mecs qui nageaient ou des filles qui nageaient en minime où je voyais des trucs, je me dis ça c'est pas mal, je vais essayer. Donc vraiment je prenais tout et j'ai toujours eu l'impression d'être un jeune nageur moi en fait. Ok. Même jusqu'à l'année dernière, j'ai l'impression d'être un jeune nageur. Ben justement, on va revenir à tes jeunes années. On va commencer par là, même si tu as déjà fait tout le fil de ta carrière. Donc, j'ai limite envie de dire qu'on a déjà fini le podcast. Mais on va rentrer plus en détail quand même. On va rentrer quand même plus en détail. Flo, ta carrière, elle commence assez jeune. Mais avant ça, tu as quand même eu une expérience particulière. C'est que ta sœur devient championne olympique. Ouais. C'est pas commun, c'est pas à tout le monde. Non. Comment tu le vis ça? Est-ce que ça te galvanise pour toi ta carrière? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce qu'il y a du stress qui se dégage de ça ou pas du tout? Alors d'abord, j'ai été très content et j'ai trouvé ça très normal parce que ma sœur a tout gagné depuis tout petit. Je me suis dit, ouais, elle est championne d'Europe, elle est championne olympique, c'est logique, c'est la suite logique. Et elle avait été, je crois, en 2003 à Saint-Etienne, c'est là où elle a vraiment explosé. Elle a été quintuple championne de France. 2003, elle est 86, donc elle avait 17 ans. Pour replacer un peu le truc, maintenant quand je vois des nageurs de 17-18 ans aller en finale, je me dis, ouais, ils sont vraiment trop forts. Ma soeur était championne olympique à 17, donc c'est vraiment, vraiment chaud. Et au départ, c'était très cool. Et après, quand mes coachs m'ont demandé de faire des 400 mètres nage libre, des 204 nages, etc., c'était un petit peu moins cool. Donc, il y avait cette pression-là. Et puis, moi, j'ai eu une puberté assez tardive. Ok. Donc, il y avait des nageurs comme Clément Beck, par exemple, avec qui je faisais la course et on était à peu près pareil dans les années Benjamin Minime, qui me surpassaient. Je me suis dit, c'est fini. Je passais de faire des podiums ou même gagner des championnats de France minime à faire finale B aux France. Donc je me dis, j'aurais pas la même carrière que ma sœur. Et puis après, ça s'est un peu inversé. Mon frère m'a coaché. Et puis voilà, donc il n'y avait pas forcément de pression. C'était plus les gens qui voulaient me faire comme ma sœur. Et ça, j'aimais pas trop. Ok, donc en fait, tu t'es pas mis la pression de toi-même, mais c'est la pression qui est un peu venue de la part des autres personnes, de par ton palmarès, de par le palmarès de ta sœur, de par son nom. Ils pensaient que tu allais t'inscrire dans sa lignée, alors même qu'en fait, d'aventure, on a compris que tu étais un bon sprinter. Ouais, et puis j'étais à 2 doigts de, si je les avais écoutés, d'avoir été un de tes adversaires, parce que tu faisais du 400 quand même, tu vois. On a failli nager l'un contre l'autre. J'aurais bien aimé, tu vois. Tu m'aurais bien démonté. Non, t'aurais été bon. Ouais, je suis pas sûr. Pas sûr. On passe rapidement les équipes jeunes. On va arriver directement au Mondiaux en 2011. Je crois que c'est ta première équipe senior. Si je dis pas de bêtises. J'ai une super expérience au championnat du monde. Vas-y, raconte-nous. Je me qualifie au 50 papillons, au 100e près devant Fred Bousquet. Et je fais, je crois, 7e du 100 papillons à Strasbourg, en France. Et je crois que je fais 53, à l'époque, ça nageait moins vite, 53-6. Et le champion de France, c'est Fred, il fait 53-1 ou 2. Donc il n'y avait pas beaucoup d'écart. Et donc je me retrouve, je fais 50 papillons, je fais genre 3e des séries, 3e des demi, 5e de la finale à Shanghai. Moi, je me détends, j'étais parti à Marseille entre-temps. Donc prépa ultra 50, ultra sprint. À l'époque, en plus, il y avait Giacomo, Pérez Ortona, il y avait Camille Lacour, il y avait Fred Bousquet, Fabien Gillot. Donc c'était très très sprint. Donc j'avais lâché un peu ce 100 mètres papillon. Et la Fédé vient me voir et me dit faudrait faire les séries du relais 4 nages. Donc moi, évidemment, le 50 papillons, c'était jour 1 et 2. Les relais 4 nages, c'est jour 8. Donc j'avais pas fait grand chose entre les deux. J'imagine bien. Donc je m'étais un petit peu baigné.
Donc j'étais jeune, j'accepte parce que c'était une autre DTN et j'étais jeune quoi, je pouvais Oui, pas oui, dire bah totalement. non, j'ai pas envie. Et donc je fais ce relais, je passe 23,9 je crois, je reviens à 30,4 ou 30,5, le bonnet qui s'enlève, etc. Et on finit 9e des séries alors qu'on était champion d'Europe en titre à Budapest. Donc première équipe de France, premier relais en équipe de France, il n'a pas été très concluant. Tu t'en es voulu un peu? Bah je m'en suis voulu parce que j'étais avec Jérémy Stravus-Sando, Hugues Dubois qu'embrasse, moi en pape et Fabien Gillot en crawl. Donc quand on voit la course, on se dit bah il a foiré le relais. Et puis j'étais un petit jeune, j'avais pas ce palmarès, j'avais pas ce recul sur la perf. Donc ça c'était ma première équipe de France. Ça s'est pas très très bien passé. Par la suite, on arrive l'année d'après et championnat de France. On t'attend pas forcément à ce niveau-là. Il y a quand même des grands noms autour de toi, d'ailleurs des gens avec qui tu t'entraînes, qui sont plus, qui ont entre guillemets un peu plus le potentiel, en tout cas Plus de le bouteilles, niveau pour se qualifier aux Jeux Olympiques sur le 50. Tu passes. ouais. Ouais, Tu finis un deuxième centième. derrière Amaury Levaux. Ouais, je passe à 1 centième devant Fabien Gillot. En fait, l'histoire, c'est que j'arrive après Shanghai et il faut faire un choix parce que soit je reste sur du papillon mais j'augmente la distance, donc je fais du 100 papillon, ou soit je garde la distance mais je change de nage, 50 crawl. Quand je vois les résultats du 50 nage libre à Shanghai, deuxième c'est Lucas Dotto en 21,9, troisième c'est Alain en 21,9 aussi. Euh, et je me dis, bah, en fait, je pense que je peux ne pas être très très loin de ça. Je me dis que j'avais fait 23,3 en pape, que je sais plutôt bien sprinter. Et dans ma tête, il y a un truc qui se fait, c'est que je me dis que sur 100 papillons, je passerai certainement, mais que je me ferai sortir en série parce que voilà, 53 secondes à l'époque, c'était pas ouf. Il fallait faire, je sais pas, 5 ans, un gros 50 pour faire podium ou 51 pour faire finale. Donc impossible de faire une finale. Par contre, si je passais devant Amaury, Fab, Fred et Fabien, là, je pouvais faire au moins une finale, voire un podium. Et donc Fallait je quand même passer passe, devant eux. Hein, fallait passer devant c'est eux pas facile. Hein. et j'arrive en janvier, on fait un stage en Martinique et je commence à travailler avec Thomas Samut et je me dis bah, ces mecs-là en fait je les ai sur le mur de ma chambre, c'est compliqué de se dire je vais les battre. Fred il a fait les jeux, j'avais 9 ans. Donc c'était compliqué dans ma tête de me dire bah tu vas être devant ces mecs. Et j'ai fait beaucoup de PNL avec Thomas, beaucoup axé sur la force. Et il me disait, mais t'es plus fort qu'eux. Il m'a posé des questions, en quoi t'es plus fort qu'eux? Je dis, bah, en force pure, en muscu, je suis plus fort. Donc il me dit, bah, si t'es plus fort, pourquoi tu perdrais? Et en fait, il m'a implanté ce truc-là dans la tête et je l'ai bossé pendant des mois et des mois. Et je suis arrivé au championnat de France. Je crois qu'il y avait des demi-finales à l'époque. Je fais 21,86 en demi. Je suis premier. Donc le lendemain, je suis comme ça. Je suis ligne 4. J'en ai deux à côté, c'est Fabien et Fred. Et de l'autre côté, j'ai Amaury et Fab. C'est franchement chaud. J'avais 21 ans. Je me qualifie 1 centième devant Fab. Je fais un peu moins bien, mais je fais 21,96, je crois, ou 95. Et en fait, après, j'ai le syndrome de l'imposteur parce que je voulais me qualifier avec Fred. Parce que pour moi, Fred, il a fait 21,3 l'année d'avant. C'était le meilleur. En plus, c'était mon beau-frère. Donc voilà, je voulais faire les jeux avec Fred et ma sœur. Ouais. Donc Fred fait 4, donc je me dis purée je lui ai volé la place, ça va pas, donc je fais les séries au jeu, je fais je crois 22-2, donc pas fou. Et la demi-finale je fais 21,80, je me qualifie en finale, et en fait Amaury ne se qualifie pas. Ouais. Donc je suis là, mais en fait je suis en finale olympique, je suis absolument pas un imposteur. Romain et James me dit de sourire avant la finale, je me dis franchement les gars, ça c'est le speech avant une finale olympique, c'est de sourire. Quoi. La pression d'être aux championnats départementaux, et je les écoute parce que je suis jeune et que il y a des moments où j'ai écouté mes coachs quand même, donc je les écoute et puis je sors la perf de ma vie à ce moment-là et après ma carrière découle beaucoup de ces moments-là. Ouais. Est-ce que tu confirmes, Quentin, quand même qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit champion olympique à ce moment-là? En tant que nageur, toi tu le vois, hein, tu te dis pas Flo il va être champion olympique, c'est sûr et certain. Non, parce que moi, on se connaissait déjà. Et moi, je préparais mes diplômes d'entraîneur à l'époque et j'allais à Marseille souvent pendant une semaine. Et j'étais un nageur qui essayait de faire bien les choses. Et en fait, j'arrive à Marseille et je vais chez Flo, donc souvent le soir. Et tous les soirs, c'est du coca, des pizzas, des burgers. Du FIFA, on se Du couche à FIFA, 1 heure enfin du voilà, matin. on se couchait tard. Et bon, on savait qu'il était fort quand même. On savait qu'il était fort, mais pas de là à être champion olympique. Mais par contre, on le voit passer les tours. Et moi, je me souviens que je vois pas la finale en direct en fait. Ok. Et j'étais mono en colonie de surf. Et je demande dans un camping à un mec qui regardait, il s'est passé quoi au 50 crawl? Et il me dit, bah le français il a gagné. Le français. Je lui dis, comment ça il a gagné? Il me dit, si, le jeune là, il a gagné le français. Je dis, putain, c'est dingue. Et je me rappelle que le message que je t'ai envoyé,
C'est putain, c'est trop bien, bah maintenant je vais pouvoir te laisser gagner à FIFA. Non, mais c'est un monstre à FIFA. C'est vraiment un monstre à FIFA. Tu vois, je connaissais pas cette histoire vue de ton côté. Ça me met un peu les larmes aux yeux, tu vois, de voir ça, parce que j'aime donner des émotions aux gens. Et j'avais pas ce prisme-là à l'époque, mais sur mes dernières années, c'était vraiment mon leitmotiv, c'était donner des émotions à mes proches et tout. Et donc, je suis content d'entendre ça. Mais Quentin était insupportable à FIFA. C'est le seul mec contre qui je jouais pas, parce que je savais que j'allais perdre, tu vois. Et j'aime pas trop perdre. Il jouait de temps en temps quand même. Là, je me prenais des 4-0, des trucs comme ça. Il prenait des équipes à 4 étoiles et moi 5. C'était je me c'était faisais quoi les fumer. équipes généralement? Bon, je prenais le Bayern ou le Real, je pense. Et Tu lui, prenais pas Lyon? Bah non, parce qu'ils Ah. avaient 4 étoiles et demie. Lui, il Ouais. prenait Lyon, c'était encore pire. Il prenait Lyon, Qui est ton équipe? qui est mon équipe, et il me Ou battait Saint-Etienne. alors que j'avais le Bayern, tu vois, ou le Real. Il y avait, à l'époque, c'était quand il y avait Gareth Bale et Cristiano Ronaldo, tu allais sur les côtés et tout. Donc il nous fumait très fort. T'as évoqué quelque chose, c'était l'hygiène alimentaire. Alors, elle a souvent été, on a souvent reproché peut-être de t'alimenter peut-être pas forcément selon les standards. Ouais. L'anecdote dit qu'avant les Jeux, avant cette médaille d'or olympique, t'avais mangé un burger. Ouais, McDo, ouais. Et ça t'a toujours semblé normal, alors que pour tout le monde, c'est un peu lunaire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi en fait t'as besoin de ça et pourquoi t'as envie de le faire? Parce que j'ai envie de me sentir libre de faire ce que je veux. Et évidemment, la perf, c'est très important, mais j'estime qu'on peut pas faire une performance, que ce soit sportive ou même. Ça peut être une perf dans un bureau quand tu vas chercher un client, tu vois, un gros client, si t'es pas bien dans ta tête. Bah moi, pour être bien dans ma tête, j'avais besoin d'avoir de la malbouffe. D'autres choses maintenant, parce que j'ai évolué. Et j'ai beaucoup fait la fête, par exemple, avant Paris 2024, et je suis complètement OK avec ça. Je voulais être heureux, en fait. Je pense que je l'ai beaucoup pointé sur les dernières années, mais à cette époque-là, je pense que c'était inconscient. Je voulais garder cette liberté. Ouais. On connaît tous la natation autour de cette table. C'est quand même assez contraignant. On peut pas parler. C'est toute l'année. Des fois, il fait froid quand on va dans l'eau. C'est un sport, un peu un sport de con, un sport chiant, tu vois. Donc moi, j'avais envie de garder cette liberté, et je voyais que ça fonctionnait chez les jeunes, que ça avait fonctionné au jeu, donc je me suis dit franchement pourquoi changer. Et quand les coachs me demandaient de changer, en plus je leur disais bah non, ça a fonctionné, je vais pas changer quelque chose qui fonctionne, tu vois. Ouais. Donc après je l'ai exacerbé et ça a encore fonctionné. Eh ben, franchement, pourquoi changer quelque chose qui Ouais, marche? C'est exactement ce qu'il m'avait dit. Juste Ouais. après qu'il soit champion olympique. Ok. Enfin, moi, je lui ai demandé, mais pourquoi t'essayes pas? Il me dit, mais je suis champion olympique en faisant comme ça, pourquoi je changerais? Parce qu'en fait c'est normal de se dire bah il fait pas tout parfaitement sur le papier. Mais à l'époque, en 2012, on parlait moins de santé mentale déjà. Ouais. On se disait pas, bah, il faut qu'il soit bien dans sa tête pour performer. Moi, il y a des moments où j'étais pas bien dans ma tête et j'étais mieux physiquement, bah, j'ai pas été bon. Hein. C'est pour ça qu'on regarde le sport. Si c'était que des additions sur un papier, à combien de kilomètres tu fais, à quelle vitesse, le nombre d'entraînements que tu loupes, etc. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on regarde le sport. C'est pour ça que les spectateurs, ils ont envie d'être un peu choqués devant des matchs de foot, de Coupe de France, où t'as le petit pousset qui bat le premier Ouais. du championnat. C'est pas normal. Bah, le sport, c'est ça. C'est pas une addition de choses. Très bien, ne pas se frustrer, c'est déjà une première base. On va parler un peu de la période 2014-2016 jusqu'au jeu. Tu veux parler du bizutage de Quentin en équipe de France, c'est ça Mais allons-y, 2014. s'il y a des anecdotes, moi je prends. Je l'ai fait avec ma femme. Ouh 2014, mais Ouais. j'étais là. J'étais là. Ouais. Mais avait fait attends, tous les deux. on était- Explique-nous ton bizutage. 2014, on Quentin. était tous les trois à Enfin, ton Berlin. bizutage. Ton effectivement. intégration, parce qu'on n'a pas le droit de dire bizutage. Mon intégration, bah, je suis sorti de ma qualif au Sambras, première course. Je crois que j'avais même pas encore récupéré mes affaires, qu'il était derrière le plot et qu'il m'a dit, toi, je vais t'avoir. Donc c'était prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, c'était faire le service à table et c'était faire un sketch devant tout le monde. C'est très drôle, très très drôle. Ouais, j'adore. Ouais. Moi, j'ai passé des super moments parce que j'ai été du coup intégré au bizuté par Fred, Fab, et c'était compliqué. Et moi, il m'avait fait la même chose. C'est pour ça que je t'avais fait ça. Fred, j'étais à côté de lui quand je me qualifiais aux 50 papes. On était ligne 4 et 5. C'est mon beau-frère, première équipe. Il me regarde comme ça, il me dit prépare bien ton discours. Je viens de faire ma première qualif au monde, tu vois. Et le mec, il est rentré dans ce rôle-là pendant 4 mois. Pendant 4 mois, j'étais là, ouah, je transpirais, j'étais avec Charlotte. Et il y avait que des anciens, tu vois, Coco Balmy, etc. Donc franchement, c'était chaud. Mais moi, j'adore ces moments d'intégration là. Ouais, Ouais, surtout génial. tu finis ton discours et t'as donc personne qui rigole Bien sûr. et Fabien qui nous regarde et qui nous dit vous êtes content de vous? Et là tu te dis bah d'un coup non. Et en fait il te dit que ça passe et que c'est bon et du coup bah t'es intégré. Enfin il y a rien de négatif dans tout ça. C'est vraiment de l'intégration. On disait bizutage parce que c'était le mot qui était utilisé, mais ça te sert vraiment de t'intégrer et d'apprendre à connaître tout le monde. Et puis c'est l'occasion aussi de créer des souvenirs, des émotions, véritablement, hein, parce que c'est quelque chose qui me marque, qui reste. Ouais. Moi je me souviens Toi, encore de tout ce que j'ai fait. Hein, Tu vois, pendant 10 ans après. Totalement.
T'avais fait où toi? À Berlin aussi? À Berlin en 2014, j'étais avec Chloé H et Beryl Gastadello. Ouais. On s'était plutôt bien débrouillé. Ah, c'était drôle, vous, hein. Je m'étais beaucoup investi. J'étais Ouais. beaucoup investi. On va parler de natation, on va retourner sur la natation. Berlin 2014, Kazan 2015. Ouais. Là, tu roules sur la concurrence. Ouais. Vraiment, il y a pas match. Il faut faire un rewind en fait. Je gagne les Jeux en 2012. Ma vie change, j'ai un peu des sponsors, donc je fais plein de choses, mais je débloque aussi un truc. Je me dis, bah, je suis un nageur qui peut nager 21,3. Tout se passe bien, la prépa se passe plutôt bien, même si ma vie change. Et j'arrive au championnat du monde en 2013 à Barcelone. Je fais premier des séries, je crois que je nage 21,7, je me baigne. Je crois que je fais 21,3 le lendemain, enfin l'après-midi, pareil. Franchement, je fais pas grand-chose. On sort, je regarde la presse, même j'étais avec Fred dans la chambre, et je me rappelle que Fred dit à la presse, Flo, demain, même si on met des palmes, on le bat pas. Je fais 5e, tu vois. Mauvais pronostic. En 21,6. Mais parce que c'est le sport et c'est ok, tu vois. Évidemment, sur le moment, c'était heartbreaking, mais je me rappelle retourner au coin France et avoir ce grand écran dans le bassin de récup et voir César Cielo qui chante avec les larmes aux yeux l'hymne brésilien, ça m'a tendu en fait. Ça m'a tendu parce qu'il était sur la 3e marche l'année d'avant. Et je me dis, tu sais quoi, ça, il faut plus que ça arrive. Et donc, je m'entraîne plus sérieusement, je pense. Non, mais j'étais sérieux entre 2012 et 2013, mais en fait, c'est le je pense, moi, qui me fait. non, parce que évidemment, je reste moi-même, tu vois, donc j'ai toujours du coca dans le frigo, mais l'année après les Jeux, elle est toujours compliquée quand tu gagnes parce qu'il y a tellement de choses qui changent. Tu fais les émissions de télé, les gens te reconnaissent, c'est un peu chaud. Donc j'avais déjà fait cette année, donc je me suis dit, bah là, je peux mettre les curseurs un peu où je veux. Et ça commence à Dijon en 2013. J'arrive en septembre, en fait. Je parle beaucoup, mais j'arrive en septembre 2013. Ouais. Et je dis à Romain, je vais battre le record du monde du 100 nage libre en petit bain et du 104 nage. Il me dit ok, donc je pense que pour un coach c'est bien d'entendre ça. Ouais. Et donc je fais une super prépa. L'objectif c'était de le faire au championnat d'Europe. Je sais plus où c'était, au Danemark je crois. Herning. Ouais, Herning. Et j'arrive au championnat de France à Dijon. Je fais 45,04. À l'époque c'est Amaury qui avait le record du monde en 44,94. Donc on n'est pas en prépa maximale, tu vois, on est à 2 semaines des euros. Donc je fais 45,04 et je fais 50,7 je crois, à l'époque c'était 50,5 ou 50,6 le record du monde. Donc je fais un dixième des deux. Je finis la compète, je fais le 50 nage libre, je fais le 50 papillons, enfin je fais beaucoup de courses. Et j'ai une petite douleur à l'épaule, petite bursite. Fidèle à moi-même, je dis à Romain, je vais pas aller au championnat d'Europe, j'ai mal à l'épaule. Mais parce qu'en fait, j'ai beaucoup trop vu d'athlètes qui se forçaient après des petites blessures, même des blessures de merde, tu vois. Mais c'est pas grand-chose, une petite tendinite ou quoi, mais moi je voulais pas me faire infiltrer. Pour moi, je sais qu'une infiltration, ça fragilise le tendon, donc j'avais vraiment pas envie. Et tout le monde me disait, mais tu vas battre le record du monde, comment tu peux faire ça? Et puis tu deviens un numéro sur un tableau de médaille en plus, Ouais. tu vois. À l'époque, j'étais quasiment. J'arrive au championnat d'Europe en 45-0, les mecs n'allaient pas me battre, tu vois. Clairement. Mais non, j'avais pour idée d'être meilleur encore sur les championnats d'Europe de l'année d'après. Et donc je dis stop, ça rend fou tout le monde, mais je fais ça et j'arrive après, je fais une belle prépa et j'arrive au championnat d'Europe, je fais quadruplé, donc 4 fois 100 nage libre, 50 papes, ex aequo, 50 libres, 100 libres. Et donc je fais quadruplé, machin, oui il fait comme sa sœur, machin, donc ça m'insupporte, mais bon c'est les médias. Et là où j'ai été bon, c'est que je me suis dit, ok, t'as gagné en 2012, mais fais pas pareil qu'en 2012, reste focus. Et dans ma tête, James me dit, quand je suis champion olympique, il me dit un vrai champion, il gagne plusieurs fois. Donc il m'implante le truc des 5 étoiles. Les Jeux, championnat du monde petit grand bassin, championnat d'Europe petit grand bassin. Et donc j'avais été champion d'Europe petit bassin, j'avais été champion du monde petit bassin, etc. En 2014, du coup, à Doha 4 mois après, où j'avais fait des records du monde. Ouais, en pagaille, hein. Franchement, t'avais. En pagaille, ouais. Elle était bien franchement. cette compète. Je pense que c'est la compète où j'étais le plus en forme. Genre je fais 22,2 en 50 dos, je sais même pas comment je fais ça. Je fais 20,2, enfin je fais vraiment une compète de fou. Et j'arrive à Kazan et je me dis purée, il me reste plus qu'une seule étoile à avoir et c'est un titre de champion du monde en grand bassin. Et je le gagne en fait trop bien parce que je le gagne aux 50 papes le premier jour et on fait le 4 fois 100 libres et le 50 papes. Donc en fait j'enlève ça de ma tête et après j'arrive à gagner le 50 libres, même si je pense que c'est la course qui a été la plus difficile pour moi à niveau émotion parce que je voulais aller chercher quelque chose et quand on veut aller chercher quelque chose généralement ça fonctionne pas, mais j'ai réussi à switcher et mon meilleur temps est dans une finale mondiale, donc je suis hyper fier de ça, je trouve. Franchement, moi, pour l'avoir vécu de l'extérieur, enfin depuis les gradins, on avait vraiment l'impression que tu étais intouchable. Il n'y avait vraiment pas moyen que quelqu'un te batte à cette compétition-là. Tu faisais les demi-finales, tu relâchais à 15 mètres de l'arrivée. Ouais, ça après je l'ai un peu joué parce que je sais que
les adversaires, ils écoutent et ils regardent comment t'es. Il y a l'aspect mental qui rentre. Donc, t'arrives, tu respires par le nez. Franchement, en fait, les demi-finales, j'avais fait le meilleur temps des séries. Donc, j'étais deuxième demi-finale. Première demi-finale, t'as Nathan Adrian qui fait 21-37. Je me rappelle bien de tous les temps. Moi. Ouais, Vraiment, c'est j'ai une fou, mémoire c'est de fou. Il fait 21-37. Et moi, mon meilleur temps, c'est 21-34. Donc, temps d'axe, tu vois. Ouais. Je vais en deuxième demi-finale et je me dis, bon, bah, faut que je déclenche. Alors que dans ma tête, je m'étais dit, je vais pas déclencher à fond, je vais faire 21-5. Trop tard. Il faut pas changer de plan. Je change de plan et j'essaie d'aller nager le plus vite possible. Je fais 21-5, je crois. 4 ou 5. Et dans ma tête, il est ligne numéro 4 et moi je suis 5, je vais pas gagner. Ok. Et les 24 heures après, entre la demi et la finale, ont été horribles parce que j'ai dit j'ai relâché, machin, ça va aller. On a gagné déjà 2 médailles. Mais dans ma tête, il se passe pas ça du tout. Dans ma tête, je me dis je vais me faire fumer. C'est Alors énorme. que c'est peut-être ma dernière chance de gagner le championnat du monde parce que après c'est les jeux. Est-ce que je vais continuer? Je sais pas. Et donc, je transpire sur mon bonnet avant la finale, j'arrive pas à faire la sieste avant, enfin c'était horrible. Et au final, je sais pas, j'arrive à déclencher, et j'aime les finales, moi je crois que je suis un mec de finale, ça me plaît. Et il y a ce côté animal qui ressurgit, et évidemment avec une très belle prépa aussi derrière, bah, je fais 21-19, et à l'époque c'était record du monde en textile. Ouais. Donc franchement, c'était incroyable. Et le problème, c'est que la première carrière s'arrêtait là, elle s'est pas arrêtée au jeu, elle s'arrêtait là, niveau... à l'intérieur de moi. Ok. J'avais eu mes 5 étoiles et je voulais pas être double champion olympique quand j'étais petit, je voulais être champion olympique. Ok. Donc après l'année d'après, c'était un peu plus compliqué. C'est assez fort quand même parce qu'on se rapproche de plus en plus des jeux à ce moment-là, tu vois. Enfin, 2015, c'est l'année, on l'appelle, c'est l'année juste avant les jeux. Donc c'est là où vraiment on commence à se placer et on pense déjà à l'année d'après, l'année prochaine. Et toi, à ce moment-là, tu te dis, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire. Ouais, alors c'est inconscient encore une fois, hein, mais quand t'es petit, tu veux être champion du monde ou champion olympique. Ouais. Je le suis à 21 ans, je suis même pas champion de France. C'est vrai. Petite anecdote, Quentin était champion de France avant moi. Il me le rappelle assez souvent on est obligé de le dire quand même. J'ai bien ça, j'ai un truc. J'ai un truc, je le prends. C'est bon, il était champion de France avant moi, j'ai fait une équipe avant lui, je l'ai bizuté, après c'est devenu mon coach. Ah ouais. Genre on a une histoire qui est quand même pas mal. Et je sais plus où j'en étais du coup. Du coup, c'est l'année 2015 parce qu'on pense du coup déjà à 2016. Et toi, tu arrives sur la fin de ton objectif majeur en fait, c'est les 5 étoiles. Ouais, moi j'ai fini. Moi, je personnifie mes objectifs, mais le problème c'est que les gens te donnent des objectifs qui sont que eux aimeraient. Mais moi, évidemment que j'ai envie de gagner les jeux. C'est pas une question, mais c'est pour gagner les jeux, il faut avoir un supplément d'âme. Il faut y penser depuis des années. Il faut que ce soit quelque chose en toi. Il faut pas que ce soit un projet qui vient de l'extérieur, tu vois. Et ça, c'était un projet qui vient de l'extérieur. Et en plus, on voulait me faire nager le sang libre. D'ailleurs, dans cette piscine, j'ai fait un super sang libre pendant les sélections. On y reviendra, mais juste après. J'ai une question pour Quentin d'abord. C'était génial cette course. mais du coup, Quentin, ce que dit Flo, c'est quand même assez marquant. De l'extérieur, toi qui le connais bien, on a quand même l'impression, moi en tout cas, qu'il était très à l'aise de ces championnats du monde de Kazan, même en général, qu'il dominait son sujet et qu'il n'y avait pas match. Toi, tu savais que des fois qu'il stressait un peu? Je l'ai découvert après. Ok. Mais pareil, en 2014, moi, ce qui m'avait marqué, vu que j'étais dans l'équipe, on était souvent ensemble pendant les championnats. Et Govorov, à l'époque, je sais pas s'il a déjà le record du monde. Non, je crois pas. Mais en tout cas, il fait premier des séries en 22-8 ou 22-9. Il fait premier des demi-finales en 22-8, 22-9. Flo était toujours derrière à 23-1, 23-2. Et Flo me dit, non mais tu vas voir demain, Govorov, il va se fissurer. Il va se fissurer et je vais gagner. Et Flo, Govorov va faire plus de 23 et moi, je vais faire moins de 23. Et moi, je lui dis, mais pas du tout, il va te niquer. Super le pote. Je lui dis clairement ça. Et en fait, ça se passe exactement comme ça. Donc, moi, il dégage ce truc-là de l'intérieur pour le coup, tu vois, parce qu'il me ment pas. Donc, il dégage une force incroyable. Mais je savais qu'il stressait avant ses courses parce que je me rappelle qu'en 2012, avant la finale, je suis en train de parler avec Dorian à l'autre bout de la piscine de Flo et quelqu'un vient chercher Dorian parce que Flo est stressé. Au France. C'était, moi je me rappelle, les pires moments je trouve de stress c'est pendant la sieste. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais parce que t'arrives pas à dormir. Entre le matin et l'après-midi, t'as rien à faire, tu fais cogiter, t'es pas actif, tu ne peux pas aller dans l'eau pour te rassurer. Et j'arrivais pas à dormir et machin et ça a continué. J'avais 4, pour moi, autour de moi, j'avais les 4 mecs les plus forts de France depuis 10 ans sur le sprint. C'était impossible. Ils avaient tous fait des médailles au moins européennes. Le moins bon c'était Fab qui avait fait 3ème au championnat d'Europe. Fred il avait le meilleur temps all time et t'avais Amaury et Alain ils avaient fait 2 et 3 au jeu 4 ans avant donc c'est dur et donc avec cette compète je stressais de fou Mais pour moi t'as toutes les raisons de stresser hein, quand tu vois les personnes qui sont à côté de toi. Ah ouais c'était chaud.
Franchement, c'est compliqué. Et donc, du coup, toi, tu le vois, tu sais qu'il peut stresser, mais tu sens aussi, des fois, une certaine connaissance de son sujet, une maîtrise. Et ça, en fait, c'est ce que tu transpires, en tout cas, de l'extérieur. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a paru. On revient sur cette piscine. Alors aujourd'hui il fait très chaud, mais je peux vous assurer que ça passe énormément de choses dans cette piscine au fur et à mesure des années. 2016, on te met cet objectif de Ouais. faire le 50 et le 100 nage libre. Ouais. On te met l'objectif d'être champion olympique sur les deux? Ouais, je pense, ouais. Franchement, honnêtement, c'était faisable parce que c'est Cal qui gagne en 2016. Là, il y a pas d'épouvantail à cette époque-là. Il n'y a pas du Pan, il n'y a pas du Kyle. Il est pas encore Ouais. aussi fort, ou Caleb Dressel, tu vois. C'était assez ouvert. Je crois qu'il gagne 47,5, 47,6. Même pas, tu vois. Aucune idée. Ce qui est à l'époque pas foufou. C'est bien, mais tu vois, t'es en finale à 48,2-3. C'est pas très rapide. C'est jouable. Ouais. Et en fait, je vais au championnat de France Petit Bain. Je fais une prépa de merde, je crois, parce qu'évidemment, mon objectif c'était de gagner le championnat du monde en 2015. Donc, saison Petit Bain, pas très envie. On est à Angers. Et je fais le 100 libre, je crois, en série le matin. Je fais de la merde. Non, je fais 50 nages libres. Je fais de la merde le matin, je crois. Et je dis à la presse, ah, c'est parce qu'on me met comme objectif de faire du 100 mètres, ça me casse les couilles. C'est Romain Barnier, machin. Enfin, tu vois, je le cible. Et du coup, on a une espèce de choc, à travers les médias, tu vois. Et lui, il fait exprès à ce moment-là de dire aux médias de pas venir me voir. Et j'ai pas envie de faire du 100 mètres. Bah, je le fais quand même parce que 100 mètres petit bain, ça passe encore. Et j'arrive au championnat de France. Je suis bien, mais bon, le 100 mètres, c'est souvent avant le 50, tu vois. Donc, moi, ça me prend une énergie de fou. J'avais fait une belle prépa, j'avais fait 47,9, je me rappelle, en décembre à Nîmes, je crois, ou à Istres, hein, je sais plus, une des deux. Et je fais 48,0, 48,2 à Marseille au Giant Open. Voilà, donc je pensais pouvoir me qualifier, même s'il y avait évidemment Jérémy, il y avait Clément Mignon, Fabien, William peut-être, Ménard, je sais plus, oui. Donc il y a quand même des gros noms. Et moi j'avais une vitesse de fou à cette compétition. Ouais. Et donc je plonge, j'étais Lindo numéro, je sais pas, je devais être à la 6, je pense. Ah, ça, moi, j'aurais dit à la 5. Moi, j'aurais dit à la 5, ouais. Ouais. J'aurais dit Ah à la ouais 5. C'est Ok. Clément à la 4 et Jérémy à la 6, non? Peut-être, Comme ouais. ça. Ouais, Peut-être. je crois que En c'est tout cas, ça. tu es encadré par les deux. Je suis encadré par les deux. Je les appelle les surfeurs d'argent maintenant. Et donc je passe 22,2, je crois, ou 22,1, un truc comme ça. Mm. Alors moi j'ai pas entendu, mais dans la piscine ça fait ouh à l'époque. Oui. Ça a fait où? Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le deuxième du 50, c'est Fred, il fait 22,1, je crois. Donc au pied, au passage du 100 mètres, je passe quasiment plus vite que le vice-champion de France. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai rarement eu des fins de course très bonnes, moi, sur 100 mètres. Donc j'ai cette vitesse facile où j'ai l'impression de ne pas utiliser d'oxygène, de ne pas utiliser de force, que mon ATP ne soit pas utilisé, mais je ne sais pas ne pas l'utiliser. En fait. Ouais. C'est inconscient. Et donc j'arrive au 75. T'as les deux mecs qui ont été assez intelligents pour passer un peu plus vite que ce qu'ils avaient prévu. Pour rester Et dans ils ta ont vague. tous les deux des très bonnes. Jérém a de très bonnes coulées, donc ils se collent tous les deux. Moi j'ai deux valises, une à droite, une à gauche, donc ça m'aide pas trop déjà que je suis un peu en fin de course un peu compliqué. Et je fais, je crois, 48,0 et t'as Jérém fait 47,9. T'as Clément qui fait 48,00 et moi je dois faire 48,08 ou 48,10, un truc comme ça. Donc pas grand chose, mais je me souviens, on est sorti là, on devait aller au podium direct, je pouvais pas marcher quoi. J'avais mal aux jambes, mais j'avais un sentiment de. Bah, tu sais quoi, moi, je leur ai montré que je pouvais pas le faire. Donc je sais pas si j'ai fait exprès, inconsciemment, de partir vite pour me Ouais. mettre une boîte, j'en sais rien. Mais je suis content d'avoir fait ça et j'ai donné des émotions aux gens sur le premier 50, c'est déjà ça. Tu nous as fait vibrer, vraiment, on s'est dit. C'était cool. C'était du- moins cool en fin de course. Mais la question, c'est est-ce que tu es soulagé après ça quand même? Tu t'es dit, ouais, je me suis Ouais, je défait crois, de cet objectif qu'on m'a fixé et je peux me concentrer sur ce que j'ai envie de faire véritablement. Ouais, parce que déjà que dans ma tête, je voulais pas être double champion olympique de 50 mètres nage libre. Et oui, je veux gagner la compète, mais des années avant, je me dis pas, ah, je vais gagner les jeux à chaque fois. Donc j'arrive à me pseudo-implanter le truc de vas-y, je vais gagner cette année, je suis motivé, je me mens un petit peu à moi-même. On me remet un objectif encore qui est pas à moi, donc j'ai un double objectif qui est pas vraiment perso. Et donc j'en enlève un et il me reste que le 50, donc je suis assez satisfait à ce moment-là. Ouais. Ça se passe du coup les jeux, tu finis deuxième. Ouais. C'était difficile. Ouais, c'était dur parce que j'étais un peu le fer de lance, je pouvais être un peu l'arbre qui cache la forêt à ce moment-là. Il y avait une ambiance, mais horrible pendant le championnat de France de 2016, je sais pas si tu te souviens, mais Si, oui. elle était dure, les temps étaient difficiles, Ouais. on savait qu'il pouvait y avoir des repêchages, donc c'était pas très clair. Il y avait eu le problème avec Yannick qui avait touché avant, mais Exact. la plaque, il y avait un bordel de fou à cette compète.
Et puis niveau DTN, c'était pas fou non plus, c'était pas bien tenu, tu vois. Mm. Donc compliqué. Ça se passe mal, on fait deuxième au 4x100 alors que ça fait 3 ans qu'on gagne. Camille fait cinquième du Sando. Il y a un problème au 4x2, je sais pas si tu te rappelles, mais Totalement, oui. on vient chercher Damien Joly, on lui dit de se raser à 23h parce que le lendemain il fait les séries du 4x2 parce que Yannick était tombé malade. Bordel toute la semaine. Mauvaise énergie et moi j'arrive à Flo, ça va être le sauveur, il va gagner. J'ai tout gagné depuis 3 ans. Et moi je ressens ce truc-là, Et tu encore une vois. fois, on te met un objectif. On met un objectif, on tu te vois. met une pression Évidemment qui est que pas j'ai la envie de tienne. gagner. C'est Ouais. comme toute compète, t'as envie de gagner, t'as envie de performer. Et ça dépasse le cadre de la natation parce que la veille des Jeux, je me rappelle de la une de l'équipe, t'avais Teddy Riner, Renaud Lavillenie et moi. Et en fait, ça faisait un peu. Eux, c'est les fers de lance, ils vont gagner, c'est sûr. Ouais. Genre. Et c'est dur, tu vois. Ouais, c'est dur à porter. Quand on te dit, bah ça c'est sûr, tu vois. C'est quand tu regardes Teddy combat, tu dis, il est plus fort, il va gagner. Quand tu regardes Usain Bolt, il est plus fort, il va gagner. Non. Chaque année, ça repart à zéro. Alors, tu as les acquis, évidemment, mais chaque année, faut rebosser et c'est plus dur de regagner quand tu as déjà gagné, tu vois. C'est pas l'inverse. Les gens pensent que c'est plus facile et que c'est acquis. Donc, je fais 2 à 1 centième, alors que je fais une demi-finale encore où je relâche, où je suis bien. Mais j'arrive derrière le plot, ligne 4 en finale, je me dis, voilà, là-bas, c'est la fin de ma carrière, ça va être génial. Plus personne ne va pouvoir m'emmerder. Et je fais deuxième derrière Anthony Irvine, qui est un mec génial, avec une trajectoire de vie géniale. Et je touche le mur, je vois qu'il y a 2 lumières sur mon plot, donc je fais deuxième. Et il me regarde, il me dit je suis désolé, t'étais plus fort. J'étais là, ne me dis pas ça maintenant. Pas maintenant. Je sais, je sais. J'aurais jamais dû gagner à Londres et j'aurais dû gagner 1000 fois à Rio. Mais c'est J'ai la fait sport. l'inverse, tant pis, c'est le sport, tu vois. Donc je suis content de ça aussi. Tu parles du Irvine. Est-ce que ça te donne envie potentiellement de Los Angeles? Je suis obligé de te poser la question parce que tu fais le parallèle. Los Angeles 1984, tu veux dire Est-ce que du coup, toi, ça te donne envie de potentiellement revenir pour Los Angeles? Est-ce que ça te dit, en fait, c'est possible, quelqu'un l'a fait, je peux revenir aussi moi Oui, c'est possible, mais tout est possible. En plus, on a progressé en termes de récup. Avant, on faisait du 50-60 bandes par semaine, les sprinters. Maintenant, McEvoy, il en fait 5 par semaine. Enfin, non, mais on ultra personnalise. On a été très intelligent avec Quentin et le reste du staff pour personnaliser vraiment beaucoup de choses. Mm. Quand on a 35 ans, on peut pas se permettre de faire des 50 bandes par semaine. Et il y a des choses qu'on jette à la poubelle quand on est jeune, qu'on fait parce qu'on est dans un groupe et que tu es obligé. Quand tu as 35, tu peux plus. Tu peux plus tricher, tu peux plus jeter des choses à la poubelle. Chaque chose est très importante. Même la nutrition à la fin, sur l'année. Il a fait. Ouais, je l'ai fait. J'ai été obligé de le faire parce qu'à un moment donné, bah, les jeunes, ça pousse, tu vois, et c'est compliqué. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a cette coupure avec le hand que Ouais. beaucoup peut-être t'ont reproché parce que du coup tu étais un peu, comme tu dis, l'arbre qui cache la forêt. Parce que en fait, sans toi, la natation c'était un résultat beaucoup moindre. Et on se dit, bah, en fait, il part faire du hand, il laisse un peu la natation. Ouais, ils nous lâchent, quoi. Un peu comme ça. Il y en a Ouais. beaucoup qui l'ont ressenti comme ça. Ouais. Toi, tu le fais pourquoi à un moment de faire du hand? Parce que j'ai envie de faire du hand. Genre, mais c'est vraiment aussi Ouais. simple que ça, Ouais, je te jure. Je pense que je veux mettre de côté la natation parce qu'il y a toute une génération qui s'arrête. Mm. Tu vois, du Yannick Agnel, Fabien Gillot. Il y a juste Camille qui a continué 1 an, qui a été champion du monde en 2017. Totalement. Mais Giacomo, le groupe de Marseille qui était le groupe de fous un peu là où on se régalait, bah il se fissure. Et moi, pour moi, la natation au niveau, c'était ce groupe en Ouais. fait. Et je voulais pas vivre autre chose. Je vais faire du hand. Les gens m'ont beaucoup reproché ça parce que je suis un kiffeur en fait. J'ai toujours kiffé dans tous les projets que j'avais fait et ça a toujours fonctionné. Mais les gens, je pense, du coup, se voient et se disent oh, il kiffe, il a le sourire, il profite, mais il réussit. Moi, j'arrive pas à faire ça. Il faut qu'il revienne, machin. Il faut qu'il soit plus sérieux. Je suis sûr qu'il peut faire mieux. Mais j'appartiens pas à ces gens-là, tu vois. Ouais. Moi, j'appartiens à moi-même et j'ai envie de faire des choses pour moi. Donc, je vais faire du hand. Est-ce que la préparation mentale aussi, le travail que tu as pu faire avec Thomas Samut, ça a aidé à ce que tu sois moins complexé par rapport à ça, à faire en sorte que tu penses d'abord à toi, à ce que tu as envie, plutôt qu'à ce qu'on t'impose et à ce qu'on t'oblige à faire par la pression politique, médiatique du paysage français? Je pense que ça a aidé, mais je pense qu'intrinsèquement, je suis plutôt comme ça. Ouais. Parce qu'on pense qu'il m'a coaché pendant 3 ans. Donc, Il fait ce qu'il veut. Hein. ouais, c'est très chiant. Il t'en Non, parlera. non, moi je trouve que c'est agréable d'être avec quelqu'un comme ça qui va où il a envie d'aller. C'est assez inspirant et je pense que tout le monde doit s'inspirer de ça. Enfin, tout est possible, même si forcément quand t'es une figure publique, quand tu as ce statut-là, c'est un peu plus facile, mais tu peux tout faire. Et lui, il le sait, il l'a bien compris et il fait ce qu'il a envie de faire. Et pour moi, c'est totalement ok, tu vois. Du coup, tu fais ce que tu as envie de faire, tu Ouais, vas je où l'assume en plus, moi. tu le portes, hein, tu le dis fièrement et Ça tu se le voit. revendiques. Mais du coup, il y a cet aspect où tu vas où tu veux,
Et ça a été aussi le cas au niveau de l'entraînement, parce que tu as beaucoup gambadé ces dernières années. Quand tu es revenu, on t'a vu à Gloria, on t'a vu à Antibes, on t'a vu des fois même en Australie, on t'a vu un peu partout. Aussi t'entourer de personnes un peu diverses et variées, à ramener des gens aussi dans ton staff, que ce soit des scientifiques de la Fédé, que ce soit d'autres entraîneurs. Comment tu l'as réfléchi ça et comment tu l'as vécu? Ça vient naturellement à moi parce que je suis un instinctif. Euh, Quand on a commencé avec Quentin et je mets Yoris aussi dans le projet parce que je suis arrivé, j'ai fait un stage avant les Jeux, je crois que c'est passé comme ça. J'ai fait un stage avant les Jeux de Tokyo et Quentin et Yoris, qui sont deux amis très très proches, me disent bah, l'année prochaine on reprend le groupe. Yoris sur la prépa physique qui allait peut-être un petit peu aider Quentin et Quentin sur plus le groupe élite, mais qui touchait un petit peu aussi à la prépa, au gainage, etc. Et, euh, et j'avais eu des contacts avec Quentin sur le training et l'idée qu'il avait de l'entraînement qui était assez novatrice. Donc voilà, à Marseille, c'était pas très bien fini aussi à ce moment-là. C'est assez naturel de me dire, bah, je vais foncer à Antibes, j'ai une discussion avec les deux. Et on démarre un projet à trois en fait, et plein de kiff, quoi, plein de sourires, plein de rigolades. Je m'étais jamais entraîné en extérieur, tu vois. Enfin, c'est complètement nouveau pour moi, et je suis acteur de ce truc-là. Du coup, après, un peu moins, parce que je pense que ça a été peut-être une de nos faiblesses. C'est On a tellement eu d'intelligence collective, on s'est tellement posé de questions avec Quentin sur comment on allait s'entraîner, sur les séances, etc., que tu as besoin de quelqu'un qui dise c'est ok, c'est comme ça. Ok. Et ni moi, ni lui, on avait ce truc de c'est ok, parce que lui, c'était un jeune coach avec un athlète très expérimenté, et moi, je reste un athlète, donc j'ai pas cette vision de coach. Ouais. Donc à ce moment-là, on appelle James, et on avait besoin d'un mec qui nous dise c'est bon les gars, là vous êtes bons. Ok. Tu vois, et après il nous a un petit peu dirigé, mais je pense que c'était le truc pour lequel on n'avait pas trop réussi sur les premières années. C'est qu'on se perdait on se posait beaucoup trop de questions, et en fait quand on voulait répondre à des questions, on s'en posait d'autres. Donc c'était complexe. Mais ça nous a fait avancer, hein. Ouais. Ah mais Maintenant. beaucoup. Et en fait c'est le cadre qu'on avait posé au début, de se dire on co-construit tout. Ouais. Et il y a une anecdote sur ça où quand James arrive, on se demandait toujours bah, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, qu'est-ce que lui il va nous dire. Et on avait deux idées un petit peu différentes. Et en fait James nous envoie le programme et c'est un mix de nos deux idées. Et en fait si on avait fait ce mix là, on se serait dit bon bah c'est ni l'un ni l'autre. Il y a une question de confiance en ouais, soi. tu vois, ouais. on y va à tâtons, on a nos deux idées qui nous semblent tous les deux bonnes, et on y va. Mais là, en fait, que ça vienne d'un mec qui a 15 ans d'expérience dans ce métier-là, clairement. bah en fait, ça te pose le truc et bah tu vas sans. Et toi, t'es relâché, tu respires, quoi, tu vois. Ouais. Je pense plus que c'était ça, parce que franchement, les séances qu'on se créait tous les deux pendant un an, elles étaient à 95% similaires à celles de James. Mais le fait que ce soit James qui les valide derrière, ça te donne un truc en plus. C'est dans la tête. C'est dans la tête. Tu te dis, c'est un mec pro qui a entraîné, qui m'a entraîné moi, qui a entraîné tous les nageurs de Marseille, qui a entraîné Pernil, qui a entraîné Sarah Sjöström, qui est pour moi la meilleure sprinteuse de tous les temps féminine. Tu te dis, bah putain, déjà, t'as un peu de fierté, tu te dis, enfin, on a été bon quand même, avec ce qu'on a connu dans le sport, mais ça valide. Tu vois, tu t'enlèves ça de la tête et tu y vas un peu plus tranquille. On revient un peu sur cette pression. Quentin, t'es un jeune entraîneur, hein, Flo l'a dit, à ce moment-là. T'as un champion olympique, un mec qui réussit. T'as eu peur un peu à ce moment-là quand tu dois lancer ce projet? Alors, au tout début, non. Ouais. Après, quand ça a commencé, un peu beaucoup. Et Flo m'a dit une phrase, il m'a dit, moi, j'ai pas mis ma carrière entre tes mains parce que t'es mon pote. Et en fait, ça m'a un peu libéré de tout ça. Et moi, j'avais conscience de faire du mieux que je pouvais. On avait quand même construit un cadre qui était assez clair et dans lequel on était ensemble. Donc en fait, la pression, elle s'est enlevée assez facilement. Même si quand on arrive au premier championnat du monde ensemble, Bon, je m'étais pas entraîné. Donc bon. voilà, mais bon, t'arrives première équipe de France en tant que coach avec Flo. Enfin, tu sais très bien que t'es étiqueté à la fois comme son coach, mais comme son pote. Ouais. Et ça se passe pas très bien. Bah, tu sens bien que Les regards sont différents sur toi. En fait, un le petit peu, problème, tu vois. c'est que on nous a tout le temps jugé parce que Quentin, il détonne, tu vois. Ouais. Il a les cheveux longs, Clairement, ouais. il a un style différent, tu vois. Il est très beau, par exemple, pas comme tous les autres coachs. Non, mais pour le coup, il détonne, il a des idées différentes, il a une approche différente aussi, et voilà, il détonne. Et quand tu arrives en équipe de France, moi, ça me faisait penser à Philippe Lucas. Oui, je vois. Quand il arrive en équipe, personne l'aimait. Il y a encore des gens qui ne l'aiment pas parce qu'il détonne et qu'il fait pas comme tout le monde. Donc là, il est affilié à un athlète qui a fait 3 fois les Jeux, qui a fait 3 médailles, qui va faire encore une médaille à Paris. Donc forcément, dès que le truc il est un peu en dessous,
ah bah c'est de la faute de Quentin, ah bah il aurait jamais dû faire ce choix. Ça, je l'ai entendu toute ma vie, tu vois. Et j'ai toujours été obligé de valider ça avec des résultats. Et c'est insupportable parce que j'ai plein d'anecdotes, mais on arrive, au championnat d'Europe 2023, du coup, à Bucarest. Quentin n'est pas là. Ok. Mais on a fait une prépa approximative. Non, différente. Ouais, Spéciale, différente, spéciale. très spéciale. On a beaucoup fait la fête. J'avais besoin de prendre soin de mon cerveau et je savais que en janvier j'allais être en Australie et que j'allais être ultra performant, que j'allais faire attention à mon poids, à ce que je mange, etc. Et que moi, 6 mois c'est bien, 9 je pète un plomb. Donc moi dans ma tête et dans sa tête, on avait travaillé là-dessus. James était ok, Yoris était ok, tout le monde était ok. Sauf qu'il y a des gens qui sont périphériques à la perf. La NS, les gens qui te subventionnent, etc. Ouais. Qui voient, parce que moi je me cache pas, je fais la fête, je m'en fous, j'ai des cernes jusque-là en compète, tu vois. Mais je reçois un appel de quelqu'un très haut placé à la NS qui me dit tu fais de la merde là. Et je dis ah, bah, pourquoi genre, je fais ce que je veux déjà, tu vois. Oui, mais on subventionne, machin. C'est pas comme ça qu'on s'entraîne. Et puis Quentin, il est pas sérieux. Et puis machin, c'est quoi ce staff Et en fait, à ce moment-là, franchement, je fais deuxième au championnat d'Europe, je sais pas comment. Je sais pas comment je déclenche encore en finale, je sais vraiment, je sais pas comment je fais. Tant mieux, c'est dans ce sens-là, mais. Et après, ils se disent, ah bah en fait, c'est bon. Mais si à ce moment-là, je fais 4, ils vont se dire, mais on t'avait dit que c'était pas comme ça. Ouais, c'est pas la même histoire derrière. Et au jeu, c'est la même chose. Je fais troisième, 21, 56, je fais 52, non 52. Je crois. Bref, le huitième, il fait 8 centièmes de plus que moi. Ça veut dire Ouais. qu'il y a 5 places entre les deux. Donc à 10 centièmes près, les gens ils disent c'est un génie parce qu'ils ont été différents ou alors ils sont complètement cons les mecs là, ils ont fait une prépa de merde. C'était sûr et certain que ça allait passer comme ça. 10 etc. centièmes. Ouais. 10 centièmes c'est quoi? C'est un appui qui glisse, tu Ça connais. Hein. n'existe pas. Ouais, bien sûr. C'est- Ça dans la n'existe vie, ça pas. n'existe Ouais. pas. Ouais. Voilà. Et les gens vont te juger une idée d'entraînement pendant 3 ans sur une seule perf. Elle est tombée du bon côté, donc du coup on est limite des génies, tu vois. Ouais, bon, c'est validé maintenant. Mais non, mais ce qui est validé, c'est qu'on a kiffé pendant 3 ans et on a pris des risques et on s'est régalé tous les deux. Et ça a été validé par une émotion qui est que j'ai fait 2 médailles au jeu. Mais ce qu'on retient, je pense pas que ce soit les médailles. Les médailles, c'est génial, mais on a bousculé un peu les codes. Ça a été fait dans plusieurs pays. T'as Cameron qui a bousculé les codes, Ben Totalement. aussi, Proud qui a bousculé les codes, et moi en sprint. C'est qui les 3 mecs sur le podium à Paris? C'est nous 3. Donc avec Quentin, je pense qu'on a cette fierté-là de se dire bah putain, on a eu les couilles de faire différent, de pas faire ce que vous écouter, avez envie, en fait. de pas écouter les gens qui nous disaient bah il faut faire quand même beaucoup d'aéro, machin. Je pense aussi à Mathieu Burban que j'ai pris en coach technique parce que j'avais besoin de quelqu'un qui me remette un peu les pieds sur terre de temps en temps. Ouais. Et il était hyper important dans le projet. Et tout le monde travaillait en synergie. Quentin avait pas de problème avec le fait que je parte une semaine m'entraîner avec Matt, que je parte tout seul en Afrique du Ça Sud. pourrait poser vraiment problème à d'autres coachs. Bien sûr, parce qu'ils ont l'impression que les nageurs leur appartiennent. Oui. Et ça, j'aime pas trop, moi. Donc, Même la performance, c'est celle du nageur, celle qui va rester. Enfin, Ah. c'est lui qui va avoir sa carrière, c'est son nom. ouais, moi, j'aime pas le truc de je suis le coach, c'est moi le boss, j'ai tout le savoir. Ouais, cette sais- structure un peu verticale tu de sais le coach pas, ouais. donne des trucs et toi tu fais. Il sait pas comment on nage 21-0-0, il a jamais fait. Moi non plus, je le sais pas, mais je suis plus proche, quoi. Tu vois, donc Ouais. lui, il a la vision de l'extérieur, avec sa méthode d'entraînement et sa vision des choses. James aussi, Mathieu Burban aussi. Et moi, j'écoute, je prends un peu de partout et je fais mon micmac et j'ai quand même, je sais pas, 12 ou 13 ans de carrière à haut niveau derrière moi, donc. Je parais un peu léger et je souris et je fais des blagues et je fais le con derrière le plot, mais C'est pas vrai. il y a quand même un peu de bouteille derrière tout ça, Oui, tu et vois. tu intellectualises beaucoup les choses. Énormément. Quentin, il me voit, il m'a vu. Les discussions qu'on peut avoir. Je regardais des 2 heures de vidéo sur mon placement de mon petit doigt, à la limite, tu vois. Ah, Et les t'imagines gens, ça, pas, ils le savent pas. Ouais. Entre les séries et les demi-finales, je fais ça. C'est pour ça que j'arrive, je pense, au championnat d'Europe à Bucarest. Je suis pas là, tu vois. Je vois tout le monde en prépa olympique. Moi, j'ai fait la fête pendant 3 mois. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici, tu vois. Et à la demi, je me dis, franchement, j'y vais pas, ça m'a saoulé. Les séries se passent mal. C'est vrai. c'est Ah vrai. ouais. Il Et dit franchement, vraiment ça ça. m'a Il a saoulé. dit je vais pas. Il a dit je vais Il pas. a dit, Oh, j'y Il ouais, a vais cru que c'était un cours à l'école. J'y vais pas. Ouais, je suis malade. Mais non, mais il y a aucun problème à dire j'y vais pas. Combien de courses, combien de compètes on avait fait un plan, je me suis dit, tu sais quoi, là, mon 50, il est bien. Je fais pas le 100 mètres, je fais pas 50 pas. On l'a fait plein de fois. Ouais. Quasi à chaque quasi fois. tout le temps. À chaque fois. donc à ce moment-là, je me dis putain, j'y vais pas. La demi se passe mal, genre je fais
7e du coup, parce que je suis à la 1, je crois, ou 8. Et je bosse à ce moment-là avec Quentin, James et tout en distanciel. Mais j'ai Olivier Sangaria qui est en présentiel avec Oui. moi, qui m'a aussi apporté beaucoup de choses dans ma prépa pour le coup. Et il m'avait vu évoluer pendant les championnats de France 3 semaines avant, je crois, 3-4 semaines avant. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, pourquoi tu te prends au sérieux comme ça? Tu te fais tes échauffements et tout. Il me dit, pourquoi tu kiffes pas comme championnat de France? T'avais le sourire, t'avais bien nagé. J'avais fait 20,9 je crois, au France. Et je dis, franchement, t'as raison. Je dis, ah, mais j'arrive pas. Quand j'ai un truc dans la tête, j'arrive pas à me l'enlever. Et là, j'arrivais pas à plonger. J'arrivais pas à rentrer bien dans l'eau. Mes ondules, elles étaient pas cool. Je sortais pas devant aux 15 mètres comme d'habitude. Et je sais pas, j'ai un déclic. Il me dit, tu sais quoi, au lieu d'essayer d'aller vite, machin, il me dit, essaie de passer plus de temps en l'air, je crois. Essaie de sauter loin. Et en fait, ça devient un jeu à ce moment-là. Je me dis, tu sais quoi, je vais sauter le plus loin possible. Et je fais ça, je fais 2 plongeons à l'échauffement de la finale. Et je sors, je suis tout content. Je me dis, putain, j'ai réussi à faire ça, je vais essayer en finale. Et j'essaie en finale, je fais 2. Mais parce que à ce moment-là, entre les demi et les finales, j'ai regardé 100 fois mes meilleurs plongeons, tu vois. Ouais. J'ai regardé les vidéos de la Fédé, j'ai des discussions avec tous les coachs, et plus le jeu, bah j'arrive et je déclenche en fait. On n'a pas cette impression-là de toi studieux un peu, qui fait Bah ses non, bah, je le classes, fais qui dans ma chambre parce regarde, qu'il etc. y a une image à la tenir quand même, tu vois. Je suis un peu punk, donc bon, faut pas trop que je révise. On va revenir un peu sur Paris. Est-ce qu'une source de motivation pour toi, ça n'a pas été ce porte-drapeau? Si, je dirais même avant, je trouvais ma motivation dans la perf. Mm. Et je me fais battre par Max pour la première fois en France depuis 10 ans. Ouais. C'était à Chartres en 2021 Ah, du coup. ouais. Et je me dis comment tu veux que je sois champion olympique? En plus je suis même pas champion de France, tu vois, dans ma tête. Et en plus c'était le petit jeune qui arrivait. J'avais réussi moi à surpasser des Fred, des Fab, des Alain. Et d'un coup je suis dans cette position du Ouais. vieux qui se fait battre. Et je me dis bah moi après Fab, Fred, Alain ils m'ont pas battu quoi. Donc je dis je suis mort. Et j'ai Olivier Nicolas et la DTN qui vient me voir et qui me dit est-ce que ça te plairait d'être capitaine? Mm. Et je me dis franchement ouais, tu vois. Et j'avais l'image de Fab, etc., d'être capitaine, Fred, des mecs que j'adore. Et je me suis réfugié dans ce truc-là. Et au final, j'ai oublié un peu ce côté ultra perf. Et à Paris, c'était pareil. Il y avait le plaisir de donner des émotions, d'en prendre, la flamme à Marseille, le porte-drapeau. Ça a été génial, mais ça m'a pris une énergie de fou aussi. Donc heureusement que je l'ai fait à cet âge-là. Et heureusement que je l'ai fait en étant dans un fonctionnement où je pouvais faire un peu ce que je voulais et que Quentin n'allait pas me dire mais pourquoi tu fais porte-drapeau, ça va niquer ta perf. Mm. Tu vois, moi j'ai un peu... Mais d'ailleurs, les nageurs n'ont pas le droit de faire la cérémonie Enfin, moi ça a d'ouverture. été... Enfin, le droit. Je vais pas gueuler contre la Fédé parce que c'est comme que tu ça. Mais c'est vrai que d'empêcher des athlètes d'aller à la cérémonie d'ouverture dans ton pays alors que ton porte-drapeau c'est le capitaine d'équipe de France. Moi j'aurais aimé. Alors je suis très copain très copain avec plein d'athlètes. Oui. Mais si j'avais vu quelques athlètes qui nageaient le 4x2 4 jours après, ou les séries du 4x104 nage, tu vois, Clément Secchi par exemple, qui était hyper volontaire pour faire tout ce genre de choses, qui est en plus qui donne beaucoup d'énergie, bah, je me serais senti un petit peu moins seul et je trouve ça dommage. Encore de pas la faire parce que tu fais le 4x100 le lendemain et que tu es à l'étranger, pourquoi pas, mais là les gars c'est Paris 2024, tu revivras plus jamais ça. Et en plus c'était une cérémonie différente. Ouais. Donc voilà, moi j'ai eu de la fatigue beaucoup, hein, parce qu'il pleuvait en plus et je devais peut-être faire la finale du 4x100 le lendemain. On s'est pas qualifié. Dommage, mais d'un côté, je sais pas le temps que j'aurais fait. Hein. Parce que on était sous la pluie, j'étais malade et tout. Tu vois, donc, je comprends, mais la perf c'est bien. Mais ce qui reste, c'est pas la perf. Ce qui reste, c'est les moments de fou. Et ça en fait partie. Moi, tu vois, la flamme, le BLM à Marseille, c'était génial. Et ça aussi, sur le bateau, avec tous les athlètes, c'était fou. Du coup, on va parler quand même un peu de performance, mais tout ce qu'il y a autour, on va parler de l'optimisation de la performance, tout ce qui est nutrition, récupération, tout ça, sommeil, comment tu l'as orchestré dans ta vie? Bah, en fait, j'ai eu la chance de pas être très bon au début. Donc d'avoir des axes de progression assez importants. J'ai des discussions encore avec le staff, même si ils ont été très bons, notamment Quentin, pour me faire croire que c'est moi qui décidais de faire ça. Ok. Parce que moi, quand on me dit faut que tu fasses ça, je te dis non de suite parce que je sais pas, j'ai ce truc de rejet. Personne me dit ce que je dois faire. Ouais. Ok, je suis libre maintenant. Et même si tu étais d'accord avec ça d'aventure, même le si fait t'es que ce d'accord, soit je te pas dis non, toi, tu vois, ouais. parce que ça vient pas de moi. Je suis un peu con. Et ils ont été intelligents, et notamment Quentin, parce qu'on vivait même ensemble, on était colocs. Ouais. Ça a été aussi un problème. Alors, il vit avec son coach, machin, tu vois. Il y a des prérequis de merde.
Et donc, et pourquoi tu mangerais pas un peu ça? Et puis machin, et viens, on se couche un peu plus tôt, on fait ça. Il est très intelligent là-dessus et il me le dira jamais, tu vois. Mais même encore maintenant, où j'ai une vie un peu punk en ce moment, il fait exprès de me driver sur des petits trucs que moi je vois même pas, tu vois. Ouais. Je le sais inconsciemment, Tu me connais, tu vois. parce que je le connais aussi. Mais c'est tellement subtil, tu vois. Il a cette subtilité et c'est vraiment pas l'image du coach qui gueule sur ses nageurs, machin. Il a une subtilité incroyable, et même en tant qu'ami, tu vois, donc c'est génial. Je vais arrêter, j'en ai les larmes aux yeux, tu vois. Comment tu t'organises justement pour gérer quelqu'un comme Flo, avec son palmarès, sa carrière et son comportement, sa façon d'agir, qui, on le sait, détonne avec le reste. C'est pas comme les autres nageurs où on leur dit Mm. tu fais ça et ils doivent le faire. Toi, tu fonctionnes différemment avec lui. Hein. Flo vient d'en témoigner. Mm. C'était quoi ta Mais réflexion? moi, j'en rajoute un peu, même avec les autres athlètes, c'est pas que avec moi, Ouais. hein. Donc moi, je lui ai peut-être aidé à avoir ce côté athlète un peu fou, mais il a eu une gestion d'athlète individuelle avec tout le monde, mais je le laisse répondre, mais c'est pas que avec moi. Ouais, c'est vraiment être dans l'autonomie. Tu vois, je pense que c'est important au début de la saison avec chaque athlète de prendre le temps de discuter Ouais. et en fait d'écouter son projet à lui. C'est son projet à lui, c'est le projet du nageur. Et moi, quand j'étais entraîneur, je me voyais plus comme un accompagnateur. Mm. Et tu vois, j'ai découvert cette année que la relation entraîneur-entraîné, elle est en train de se transformer en relation entraîneur-athlète. Et tu vois, le fait de changer ce petit terme entre l'entraîné par l'entraîneur et l'athlète et l'entraîneur, moi, ça me semble totalement pertinent parce que le centre de la perf, le centre du projet, c'est l'athlète. Mm. Et on est tous autour à graviter. Alors forcément, l'entraîneur est là tout le temps. Il a quand même un rôle qui est très proche de l'athlète, mais c'est pas le seul. Et en fait, c'est assez facile pour moi de m'adapter en fait à l'athlète que tu as en face quand tu prends le temps de le connaître. Et c'est pas que connaître le nageur, il fait tant de coups de bras, Ouais. c'est pas ça pour moi connaître un nageur, c'est connaître sa personnalité, c'est un petit peu regarder les réactions qu'il a quand tu utilises différents modes de leadership, tu vois. C'est en fait adapter toute la relation à l'athlète et aussi l'adapter à soi, tu vois. Moi, c'est pas quelque chose que je me force à faire. Je suis très observateur et c'est quelque chose qui pour moi est naturel en fait. Mais pour Flo, c'était pareil que pour les autres. On avait C'est ce écouté. truc-là où on était amis en fait et moi on m'a souvent posé la question est-ce que en fait d'être ami ça peut pas être un petit peu limitant? Mm. Des fois t'as pas forcément envie de dire des choses qui dérangent à tes amis, mais moi il y a rien qui dérange en fait. Si je vais pas te dire tu manges mal, je vais te dire tu sais si tu mangeais ça peut-être que ça t'apporterait ça. C'est savoir parler aux gens en fait. Ouais, et s'adapter aussi à chacun. Parce Ça, que c'est même pas un truc de coach, c'est un truc d'être humain, Ouais, même, je voilà. dirais, tu Voilà, vois, c'est qu'il ça. avait déjà à la base. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je vais avec lui à ce moment-là. Si jamais il a une autre méthode d'entraînement, et je lui ai dit très bien, il l'a répété, c'est pas parce que c'est mon ami que je vais m'entraîner avec lui. Je prépare les jeux à Paris quand même, tu vois, j'ai envie de performer. Ouais, bien sûr. Autrement, j'irai pas avec un coach en qui je crois pas, tu vois, c'est pas possible. Après, ta réflexion, ça a quand même été de se dire j'ai envie de performer, mais pour que je performe, il faut que je sois heureux, donc il faut que j'aille Bien sûr. dans un environnement qui me Bien rend sûr. heureux. Ah ouais, c'est un éventail de couleurs qui est hyper complet. Je regardais pas un seul aspect. Mm. Donc, et puis on s'est découvert plein de trucs ensemble, tu vois, et on a évolué ensemble. C'est génial. Franchement, c'était génial. Que tu vas retenir aussi à la fin, c'est tout le parcours que vous avez construit ensemble. Toujours Et comme ça. voilà. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'arrêter ma carrière une première fois. Mm. T'as l'impression qu'en fait, c'est les titres, les machins que tu te rappelles, mais non, c'est les stages, c'est un peu les soirées quand même. Les moments de stage où tu galères, tu te fais des séries de fous. Bah, c'est dur, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai une image, par exemple, qui n'a rien à voir avec moi. On est parti en stage à côté de Miami. Et je me rappelle, on s'est entraîné dans la piscine. Moi, j'ai même pas nagé dans cette piscine, mais tu as vu une séance de 7 fois 100, je crois que tu avais fait 5 ou 7, 5. ouais. Et je me rappelle cette séance, moi j'étais sur le bord du bassin avec toi, c'était génial, le setting, après on allait voir un match. On était au Hall of Fame à Ouais. Fort Lauderdale. Ouais, voilà, et c'est ça que je retiens. C'est pas allez Flo, vas-y, on est en finale olympique. Évidemment, je l'ai en tête, Mm. mais les premiers trucs, c'est le câlin après le podium, c'est des choses comme ça. En fait, c'est pas la performance que tu Non, retiens, c'est on s'en toutes les fout de la émotions qui perf. entourent la performance. Le temps en tant que tel, oui, parce que tu es un passionné de natation, mais après, c'est tout ce que ça t'a procuré derrière qui est le plus important. Quelque chose qui est aussi dans ta vie, c'est l'aspect médiatique. Comment tu as géré un peu cette notoriété-là? L'aspect médiatique, tu vas quelque part, forcément, t'es regardé. En plus, tu as le désavantage d'être grand, donc on te voit. Ouais. Tu veux pas te cacher.
Comment t'as réussi à gérer tout cet aspect-là? Bah, tu le gères pas trop au départ parce que c'est quelque chose qui vient à toi. Mm. Après, tu t'entoures de bonnes personnes, d'agents, de community managers, etc. Et puis après, avec l'âge, moi j'étais très observateur avec ma sœur, j'ai eu cette Oui. chance. Mm. Donc pendant 8 ans, de 2004 à 2012, je suis pas connu, mais par contre, je vois comment elle est traitée. Il y a d'ailleurs eu le doc sur ma sœur, où on revient là-dessus, ce qui est un peu choquant. Mais j'étais très observateur et après bah, j'ai vu les erreurs qu'elle a fait, les trucs bien qu'elle a fait. Tu t'appropries ce truc-là. Moi, j'avais pas peur des gens. Je suis pas quelqu'un de gentil, moi, je suis quelqu'un de bon. Et la différence, c'est que gentil, tu dis oui à tout. Mm. Et bon, bah, tu sais dire non, tu mets tes limites. Et crois-moi que quand il y a un journaliste qui rentre dans mes limites, bah, je sais lui dire. Et c'est ok. Alors pour lui, je suis peut-être un gros enculé. Mais on a fait par exemple des shoots ou des interviews à Antibes où je vois que des fois j'ai des interactions et ceux qui sont au bord du bassin disent wow, il est chaud là. Mais il n'y a pas de problème de dire non, là j'ai pas envie, tu vois. Ouais. Non, arrête de me filmer, j'ai pas envie d'être filmé. Mm. Et en fait, les gens, ou surtout les journalistes, le prennent dans leur ego à ce moment-là et ils disent putain, ça vraiment, c'est un enculé. Mais les gars, je vous appartiens pas en fait. Si à un moment donné j'ai envie d'être tranquille, ne me filmez pas, je vais vous le dire. Mm. Plutôt que de ne pas de faire comme ma sœur, de pas vous le dire et de respirer de l'autre côté pour pas qu'il y ait la photo qui soit prise. Moi, je fais pas ça, tu Ok. vois. Je préfère être franc avec les personnes et bah s'ils ont un ego un peu mal placé, bah c'est compliqué. Mais à ce moment-là, c'est pas contre la personne, c'est parce que moi, à ce moment-là, je n'ai pas envie de répondre à des questions ou je n'ai pas envie d'être prise en photo. Et c'est ok si moi je viens à ton taf, que t'es mal luné parce que t'as mal dormi, que t'as fait un reportage de merde et que tu t'es fait taper dessus par ton patron et que je viens de te prendre en photo, t'as envie? Bah non. Bah moi c'est pareil. Voilà. Comme tout le monde. Donc ta solution, ça n'a pas été la fuite, ça a été Non. vraiment de prendre la confrontation et... Mais c'est même pas confrontation, c'était même pas confrontation, c'était Non, je juste suis être gentil, honnête. quand même. Ouais, Voilà, s'exprimer, c'était- c'est dire ce que tu ressens. Hein. Nous, de dehors, en fait, on connaît le Flo qui est toujours joyeux, qui a toujours la banane. Et comme tout le monde, il y a des jours où t'es pas forcément down. bien luné, mais comme tout le monde. Et bah, si ce jour-là, ça tombe le jour où il y a une équipe de journalistes qui vient, Je fais le taf, mais je mets mes limites. voilà. Et des fois, ça plaît pas forcément. Mais... Donc, Il y a des jours où je traînais ma peine, comme il disait. Il me voyait arriver, il me disait oh là là, il traîne sa peine aujourd'hui. Et ça le faisait rire. Donc c'était Moi, bien. ça me faisait rire. Je disais, ah, putain, ouais, pas dormi, moustique. c'est quoi l'anecdote? Ouais, il y avait des moustiques souvent chez lui. Mais c'est vrai, elle était vraie, je te jure qu'elle était vraie. Une fois, il est pas venu en train, il dit ouais, il y a un moustique qui m'a empêché de dormir. Ah Mais ouais. qui utilise cette technique? Je te jure, je peux pas utiliser ça. Tu dis, je suis malade, j'en Ouais. sais rien. Il y a vraiment un moustique, toute la nuit, il m'a gavé, genre. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais non, je vous jure, c'est vrai, genre, j'ai pas inventé un truc comme ça. Un moustique, ça ne se tue pas parce que Flo est très protecteur des moustiques. Ah, moi, les animaux, c'est important. On va parler rapidement de Danse avec les stars, du coup, t'as kiffé? Ouais, c'était cool. C'était cool parce que j'ai sorti des choses émotionnellement que j'aurais pas pu sortir parce qu'en fait, 6 jours sur 7, t'es stimulé différemment. Quand tu nages, quand t'es nageur, il y a des moments, tu vas nager et on appelait ça avec James qui mettait ce terme en place, des nages-dégages. Tu nages et tu mets le moins d'énergie possible. Tu te fais bon, à l'époque c'était 3 bornes, entre 2,5 et 3, où tu nages juste, tu fais de l'aéro tranquille pour récupérer. Et il fallait que je mette le moins d'émotion possible. Danse avec les stars, j'arrivais et tous les jours, il fallait que j'apprenne un pas, le genou ouvert, le pied, machin, le petit doigt comme ça. En plus de ça, il y a un côté acting qui est compliqué parce que moi je pensais que j'allais juste apprendre à danser Ouais. bêtement comme en natation où tu mets un pied devant l'autre, quoi. Mais non, faut apprendre à jouer, faut apprendre à sourire. C'est dur quand tu apprends quelque chose d'essayer de séduire, d'essayer de machin, tu vois. Donc, et à côté de ça, tu as le côté télé Ouais. où tu as tout le temps des cams sur toi comme ça et quand t'es un peu vénère ou que t'as pas bien dormi encore une fois et que on te prend en caméra genre à l'entrée du studio avec une lumière à 9h du matin, c'était un peu dur, tu vois. Ouais. Des fois je dis bonjour quand même, tu vois. Bonjour, là je peux prendre un café quand même avant, tu vois. Mais c'est comme ça que t'as la vraie personne. Donc avec le recul, je leur en veux pas. Sans le recul, je leur en voulais, évidemment. Mais ça m'a fait sortir des choses de moi qui étaient extraordinaires. Donc c'était cool. La médiatisation de ce sport qu'est la natation, qu'on connaît bien, elle a longtemps reposé sur tes épaules. Il y a eu d'autres qui t'ont précédé. Et aujourd'hui, il y a Léon qui va te succéder, qui te succède. Comment tu l'as vécu, du coup, le fait d'avoir tout ça sur les épaules et d'aujourd'hui pouvoir un peu t'en débarrasser ou en tout cas de pouvoir le refiler un peu à Léon? Ça me fait chier de le refiler à Léon parce que je sais qu'il y a des côtés négatifs et que lui, ça va être encore pire que moi, je pense. Vu les résultats qu'il a, c'était en France en plus, c'est un monstre, hein, tu vois. Moi, j'ai eu la chance de le partager un petit peu avec
Camille Lacour, Ouais. avec Yannick, Camille Muffat, tu vois, Alain un petit peu avant aussi. Ma sœur, c'était pareil. Je pense que Léon, ça va ressembler beaucoup à ma sœur. Même si maintenant on est sensibilisé sur plein de choses. C'était la star de la natation. Nous, on s'est un peu partagé le gâteau, C'est tu vrai. vois, et c'était très bien comme ça. Donc moi, je suis content d'avoir eu ça. C'était difficile en compétition parce que, en fait, toutes les médailles que j'ai eues au jeu, les 4, enfin à Tokyo, je suis le seul médaillé. Oui. À Rio, je suis dans les 2 médailles, Ouais. le 50 et le 4x100. Et je pense que je suis un des derniers médaillés à Londres. Donc en fait, on a l'impression que la natation, c'est un sport où on est très fort en France. Bah, si j'avais pas été là, je pense qu'on n'aurait pas eu de médailles individuelles, en tout cas, Le pendant, bilan aurait été pendant 2 drastiquement jeux. différent sans Donc, toi. donc moi, c'était un peu, allez, sauve-nous, tu vois. Mm. Et ça, c'est pas très agréable comme position. Donc, peut-être que ça m'a coûté, tu vois, une médaille d'or, j'en sais rien, on refait pas l'histoire, Oui. mais j'ai pas envie que Léon soit traité comme ça. Alors, il a plusieurs courses, donc il aurait peut-être pas ce stress de louper une course, tu vois, moi j'en avais qu'une. C'est pas très agréable, mais d'un côté, j'ai plus ce truc-là, il y a plus les regards qui sont autant tournés vers moi. Alors, je sais pas encore si je ferai une dernière saison, j'ai pas encore fait le choix, je sais que tu vas me poser la question. Oui, ben d'ailleurs, on y arrive. Du coup, Mais ouais, c'est bien de partager ça avec Léon. beaucoup se posent la question de savoir si l'année prochaine, on a les championnats d'Europe à Paris, en Ouais. France. Tu avais annoncé que tu les ferais sûrement. Après, tu es un peu Que revenu. j'aimerais bien les faire. Bah, les mots, Mais différents. les mots ont une importance. Les mots ont une importance. D'ailleurs, t'as pas dit par quel biais tu voudrais les faire, hein, même si on suppose que C'est c'est vrai, par. je peux être consultant, hein, consultant Sport Talk pendant toute la durée des championnats. Honnêtement, j'ai pas encore fait de choix final. Mm. J'ai eu les jeux. En fait, ça a commencé pour moi, dans ma tête un peu, ça a été compliqué à partir du 8 mai 2024. Parce que le 8 mai 2024, c'est la flamme. Avant ce 8 mai 2024, j'avais été en Australie, j'avais été en Afrique du Sud. Mm. Donc j'étais un peu en marge de tout ça. Et à partir du 8 mai, ça s'est resserré et il y a eu beaucoup de choses grâce au jeu sur moi. Euh, il y a eu les jeux, il y a eu le porte-drapeau, il y a eu la flamme, les Ouais. championnats de France, euh, les jeux la deuxième semaine, tu vois, la parade des athlètes. Il y a eu la dépression après aussi qui a duré 2 mois. Et après, il y a eu Danse avec les stars pendant 3 mois. Et je sors de Danse avec les stars, là, ça fait 1 mois et demi. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc je recommence un petit peu à être actif. Le mois de mai, j'ai vraiment rien fait à part être fatigué et faire un petit peu la fête. Donc là, je commence à me poser la question de ce que je veux faire. Je sais pas trop encore de quel côté de la balance ça va tomber, mais j'ai envie d'être au championnat d'Europe. Est-ce que j'ai envie de faire les sacrifices? Est-ce que je vais trouver un endroit qui me correspond? Parce que moi, c'est beaucoup ça, hein. Si jamais tu m'avais dit, bah, on change pas, c'est Quentin, t'as James dans la prépa, t'as le bassin d'Antibes quand tu veux, je t'aurais dit oui, sûr à 100%. Maintenant, quand Quentin ne coache plus à Antibes, là, ça a beaucoup changé là-bas. Moi, je pense rentrer du coup à Marseille, donc à voir. Ok. À voir. J'aimais bien nager au soleil, tu vois. Je te comprends. C'était bien. Mais moi, je grandis au soleil, donc Voilà, moi, je ah ouais, connais- à Toulouse, c'est génial, hein, mais franchement. à Toulouse, oui, et ça fait partie d'eux. Mais quand j'ai grandi en Guadeloupe, Ouais, je ne ouais. savais pas que ça existait les piscines intérieures en fait. Ouais, Ah ouais, putain. ok. Mais C'est moi, chiant c'est- les piscines intérieures. Moi, c'était piscine extérieure. Enfin, il n'y Normal. avait pas de débat en fait. Quand je suis arrivé et que on venait faire les championnats de France par catégorie, et qu'il y avait les chloramines et qu'on respirait c'est dur, mal hein. dans les piscines. Enfin, franchement, c'était horrible. C'était vraiment pas agréable. Donc oui, piscine extérieure, je valide à 100%. On va un peu conclure là-dessus. Je crois qu'on a fait vraiment le tour. Ça fait plus d'1 heure. Elodie, voilà, on a le podcast le plus long, ça m'étonne pas. Est-ce que tu as un petit mot quand même, Quentin, Pour une fois, je fais quelque chose longuement. C'est bien ça. T'as vu comme je suis resté longtemps dans l'eau? Quentin, est-ce que tu peux du coup conclure un peu sur ta vision de Florent en général? C'est un ami, t'as été son coach, t'as été son camarade d'équipe. C'est aussi mon personal shopper, les gars. C'est lui qui m'habille. Est-ce que tu peux nous faire une petite conclusion sur la personne qui est Florent et pourquoi aussi ça a été une carrière aussi longue? Parce qu'il a su mettre les bonnes choses au bon moment? Ouais, c'est pas facile, hein. Merci. Résumé Florent Manodou. Merci Joris. Non, je résume Flo, pour moi c'est un de mes meilleurs amis. J'aime pas le terme meilleur ami parce que on résume pas l'amitié à une personne, mais c'est un de mes meilleurs amis. Avant que j'ai été son coach, avant que je sois son personal shopper, avant que je sois tout ça. Et même quand j'étais son coach, en fait, pour moi c'était toujours l'ami qui... En tout cas la personne, c'était pas forcément l'athlète qui était avant tout ça. Et comme il l'a dit, ça a toujours été un kiffeur et pour moi c'est un mec qui... Je parle de moi qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais athlète, après quand je suis devenu entraîneur. C'est la définition pour moi du mec qui sait où il va,
et de l'athlète de très haut niveau. Il y en a peu des mecs comme lui. Euh, on a beaucoup de chance en France d'avoir un mec qui a fait 4 médailles de suite sur 4 jeux. Je crois qu'il faut remettre un peu dans le contexte. Je crois qu'il n'y a que Phelps qui a fait ça. Et les déquis aussi. Ouais, mais chez les mecs. Voilà, Phelps et Flo. Ça met un peu dans le contexte. Ce mec va être une légende de notre sport. C'est stylé quand même. Ouais. Ce mec est une légende de notre sport. Je suis sûr que s'il décidait de plonger l'année prochaine pour les Euros, il ferait un truc. Et il pourrait inventer quelque chose, on en a déjà parlé. Mais... Il y a des choses dans les Je sais cartons. très bien ce qu'il veut dire. mais voilà, c'est libre à lui en fait. C'est un mec qui sait tout faire et qui peut tout faire et qui, j'espère, fera tout. Voilà. Un petit Merci. mot pour conclure, Flo, ou je crois qu'on va s'arrêter sur... Non, on se sait, tu vois, avec Quentin. Y a pas de... On n'a pas l'habitude de se parler aussi. Enfin, en fait, si, on se parle aussi franchement, mais c'est plus des émotions qu'on se fait transpirer à travers nos corps quand on se fait des gros câlins. Et il y en a eu beaucoup. Voilà, plutôt tard le soir, mais il y a eu aussi d'autres câlins. Il n'y a rien de sexuel là-dedans, hein, mais c'est une des personnes que je comprends et le mieux parce qu'on est assez similaires sur plein de choses et en même temps, sur les différences qu'on a, on s'en parle et on communique bien et du coup, on n'a pas ce truc de c'est moi qui ai raison, il n'y a qu'une seule manière de penser. Vous les acceptez. On les accepte et on se fait évoluer, je trouve, l'un l'autre. Et il a bien dit, c'est ami en numéro 1 et après, il y a les autres rôles un peu plus professionnels. Toute notre vie, on sera comme ça et ce sera génial. On se fera des petits câlins. Mais c'est génial. C'est génial que la natation ait pu construire ce genre d'émotions, ce genre de relations. Enfin, c'est très inspirant et j'espère qu'on a été assez exhaustif sur ta carrière et que ça a permis aux jeunes qui nous regardent de s'en inspirer et de potentiellement faire éviter certaines erreurs. La carrière vous appartient, c'est ce qu'on vous dit. Hein, Ouais. Et moi, j'ai envie de finir sur un truc quand même, c'est que j'ai parlé beaucoup de choses différentes, de fêtes, de choses comme ça. C'est pas une notice, hein. Oui. C'est ma notice à moi, mon mode d'emploi. Aucunement, je dirais qu'il faut faire la fête ou manger des McDo pour performer. C'est vraiment pas le message, hein. Non. Il faut rester toi-même et réfléchir à ok, qu'est-ce qu'il me faut moi dans ma prépa pour rester moi-même, pour être l'athlète que j'ai envie d'être et performer si jamais c'est le numéro 1, mais faut être heureux, performer et voilà, il y a pas de... C'est mon histoire à moi, Oui. il faut pas essayer de coller à ça parce que chacun est différent. La leçon, c'est de faire ce que toi, tu as envie de faire profondément. Et exactement. toi, tu avais envie de ça. Et Ouais, j'ai envie de ça. Pour aller où tu veux aller. son projet à chacun. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté, Joris. merci d'avoir donné du Joris. temps. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et on se rejoint pour un prochain épisode de Sport Talk très prochainement.